Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Peut-être ce soir, en tout cas demain matin, les Français vont connaître la composition de leur nouveau gouvernement. Hier, il a suffi de moins de 4 heures pour que le successeur de M. Chaban-Delmas soit désigné officiellement, et depuis, le nouveau Premier ministre, M. Pierre Messmer, a entamé ses consultations. Inutile de dire qu'il y avait beaucoup d'animations autour du ministère des départements et territoires d'outre-mer. Les consultations ont recommencé d'ailleurs très tôt ce matin, puisqu'il n'était même pas 7h30. Monsieur Olivier Guichard, Monsieur André Bettencourt, qui prononça une phrase chinoise. Vous n'avez rien à nous déclarer, Monsieur le ministre, après cet entretien avec le nouveau Premier ministre? Il y a une grande pensée dans les affaires chinois. Monsieur Jean-Philippe Leca. Comme si vous ne me connaissiez pas. Mais on sait qu'un porte-parole ne peut pas rester muet. Ah si, aujourd'hui. Aujourd'hui, si. Aujourd'hui, si. Regardez-moi dans les yeux, s'il vous plaît. Voilà. Monsieur Jacques Friedman, inspecteur des finances. Je n'ai jamais refusé de dire quelque Le chose. président est Voilà. d'accord. Monsieur le Président, faut-il être membre du gouvernement pour être au service de l'État? On peut être au service de l'État dans un très grand nombre de positions, et même en dehors de la fonction publique, de même que n'oubliez pas que le laïcat est une condition de l'Église. Le maire a continué de recevoir bien sûr un certain nombre de personnalités. Ces travaux doivent se poursuivre en ce moment et nous allons retrouver sur place rue Oudinot au ministère des Dom-Tom Daniel Brem. Monsieur Peretti est dans le cabinet de Monsieur Messmer depuis plus d'un quart d'heure. Je pense qu'il ne va pas tarder à sortir. Je crois qu'on peut dire, et vous l'avez noté, que ce qui caractérise tous ceux qui sont reçus, c'est leur mutisme, même si Monsieur Frey a tout de même dit on ne dissimule pas longtemps. Il faut bien entendu ne pas conclure de toutes les visites qui ont été enregistrées depuis hier que tous les ministres ou les personnalités qui sont reçus feront partie du nouveau cabinet. Monsieur Messmer doit recevoir tous les anciens ministres qui ont été ses collègues au sein du cabinet Chaban pour s'entretenir avec eux soit des perspectives politiques, soit des problèmes particuliers à leur secteur, soit même pour prendre congé d'eux. Un certain nombre d'entre eux, cependant, appartiendront à la nouvelle équipe. Notamment, vous le savez, messieurs Schuman, Debré et Valéry Giscard d'Estaing, probablement, et même presque sûrement, au même poste que le leur actuellement. D'autres, comme messieurs Fontanet et Guichard, feront également partie du cabinet, mais eux à d'autres postes. On dit que monsieur Fontanet pourrait aller à l'Éducation nationale. On insiste aussi sur le fait que l'équipe, nous vous l'avons dit, mais on nous le répète, sera moins nombreuse que la précédente, qui comptait 41 ministres et secrétaires d'État. Parmi les rentrants, on peut à coup sûr nommer M. Edgar Faure. Peut-être aux affaires sociales, mais c'est simplement un peut-être. M. Messmer voudrait présenter son gouvernement au président de la République assez tard dans la soirée, et en tous les cas, Jean-Michel Desjeunes vous l'a dit, au plus tard demain matin. La passation de pouvoir à Matignon est prévue pour demain 18h. J'ajouterai encore que le Premier ministre, M. Messmer, a reçu en fin de matinée M. Chaman, ministre des Transports, Jacquet, président du groupe UDR, Chirac, ministre chargé des relations avec le Parlement, Fontanet, ministre du Travail, et actuellement, je vous l'ai dit, M. Peretti. M. Messmer avait aussi, au cours de la matinée, fait porter un message au comité central de l'UDR. Les obligations de ma nouvelle charge, disait-il, ne me permettront pas de me libérer dans la journée. Je vous en exprime mes regrets et vous assure de ma fidélité totale aux idéaux du gaullisme pour lesquels, ensemble, nous combattons. Le Premier ministre doit déjeuner sur place et son prochain rendez-vous est prévu à 16h avec M. Duhamel. À vous, Jean-Michel Desjeunes. Merci Daniel, et précisément au moment de ce comité central de l'UDR, M. Tomasini avait ouvert les travaux ce matin en faisant l'éloge de M. Chaban-Delmas et en formant les vœux de l'UDR, des vœux chaleureux pour la réussite de M. Messmer. Voilà en tout cas où l'on en est des consultations, ça permet déjà à Guy Claes de se faire, disons, une certaine idée de ce que sera ce gouvernement. Oui, comme vous l'a dit Daniel Brems, l'équipe gouvernementale va être réduite puisqu'on parle de ne conserver que 5 ou 6 secrétaires d'État alors qu'il y en avait 20 dans le précédent cabinet de M. Chaban-Delmas. Parmi les rentrants, Daniel Brems vous l'a dit, il semble qu'il y ait comme certains, M. Edgar Faure, sans qu'on sache très bien quelles seraient ses attributions. On avait parlé à l'origine d'un grand ministère de l'information, des affaires culturelles et de l'audiovisuel, oui. et puis on parle aussi maintenant d'un grand ministère social.
Alors, c'est en train de se négocier, et d'ailleurs, il se peut que ça soit négocié directement aussi avec M. Pompidou, car cet après-midi, M. Georges Pompidou, le président de la République, va recevoir à la fois M. Edgar Faure et M. Guichard, qui était ministre de l'Éducation nationale. En effet, il y aura des mouvements à l'intérieur du gouvernement entre des hommes comme M. Guichard, Fontanet, Marcellin, Roger Frey. Il y a sans doute des permutations de postes. Tout ceci afin de donner dans l'esprit de M. Messmer et du président de la République sans doute une plus grande efficacité à l'équipe gouvernementale en vue de la préparation des élections. C'est un gouvernement de combat qu'on nous prépare, qui aura non pas à présenter un bilan aux électeurs, mais à proposer quelque chose pour la suite. Alors quelle serait la durée de ce cabinet? Est-ce qu'il ira au-delà des élections? C'est une des spéculations qui se poursuit dans les milieux politiques, dans la presse parisienne même. C'est bien difficile d'y répondre, ça dépendra évidemment du résultat de ces élections. En tout cas, on devrait connaître la composition de ce gouvernement, sinon officiellement, du moins très officieusement dans la soirée, je pense. Effectivement, je pense qu'on verra plus clair ce soir au cours du journal de 19h45, mais vous avez également un rendez-vous important à ce sujet, ce soir à 20h40. Les invités d'Étienne Moujotte à l'actualité en question seront en effet M. François Mitterrand, le premier secrétaire du Parti Socialiste, M. Georges Marchais, le secrétaire général adjoint du Parti Communiste, M. Michel Habib Deloncle pour l'UDR et M. Aimé Paquet pour les Républicains Indépendants. Le thème du débat, bien sûr, le changement de gouvernement et ses perspectives politiques. Un rendez-vous donc à partir de 20h40. Quelle a été la réaction des milieux financiers après le changement de gouvernement? Gérard Vidalange. Hier, en clôture, la bourse de Paris avait baissé. Disons que la première réaction avait été celle d'une certaine réserve. Aujourd'hui, le marché est un peu mieux disposé. Disons que ce marché est très calme, dans la mesure où aucune modification à la politique économique et financière du gouvernement sera apportée, pour la bonne raison que M. Valéry Giscard d'Estaing sera très probablement maintenu au ministère de l'économie et des finances. On peut même dire qu'avec un Premier ministre comme M. Messmer, l'équilibre du budget, la très grande rigueur qui avait été imposée par le général de Gaulle en faveur justement de cet équilibre du budget, eh bien, sera affirmé peut-être avec encore plus d'éclat. Le marché des changes est également plus calme. Ici, c'est l'effet, en quelque sorte, de l'étau qui s'est resserré sur la spéculation monétaire. Il y a même un Américain, M. Burns, qui est le président de la Banque centrale fédérale, qui a en quelque sorte désavoué M. Schiller en disant qu'il se félicitait des mesures qui avaient été prises pour contrôler les mouvements de capitaux en Allemagne. Un fait tout de même ce matin, c'est la hausse de l'or qui enregistre son cours record, 10 100 sur le lingot aujourd'hui. Pour en revenir au reste de l'actualité française, une déclaration de M. Jean Poudving, le secrétaire général du Centre Démocratie et Progrès, à propos de l'accord entre les socialistes et les communistes. Si M. Mitterrand a cédé tant de terrain, écrit-il, c'est qu'au-delà des prochaines élections législatives, il vise en réalité un autre objectif, l'élection présidentielle de 1976, pour laquelle il a besoin des voix communistes. Fin de citation. Certains d'entre vous ont peut-être du mal à obtenir aujourd'hui des communications téléphoniques en province. Un mouvement de grève provoque en effet des perturbations sur les réseaux manuels et semi-automatiques. Il est aussi quelquefois difficile d'obtenir les renseignements. Le mouvement, en tout cas, doit se poursuivre jusqu'à demain matin, 9h. L'imprudence d'un escorteur de la marine française a provoqué hier après-midi un accident qui a fait un mort et une trentaine de blessés. Il s'agit de l'escorteur Guéprat qui est passé beaucoup trop près des côtes varoises. Entre Cavalère et le Lavandou, le Guéprat, qui fait près de 4000 tonnes, a frôlé le rivage à moins de 350 mètres. Selon certains témoins, il filait à plus de 30 nœuds, ce qui donne une vitesse d'environ 40 km/h. Résultat, une vague énorme de 4 mètres de hauteur, un véritable petit raz-de-marée qui a balayé les pédalos, les bateaux et les baigneurs qui se trouvaient là. Par chance, il ne faisait pas très beau dans cette région, les estivants étaient moins nombreux que d'habitude. Cependant, une jeune fille de 19 ans est morte d'une fracture du crâne et il y a une trentaine de blessés, je vous l'ai dit. Bien sûr, une enquête est en cours, mais d'ores et déjà, le commandant du Guéprat a été suspendu. Le temps pour aujourd'hui, de la chaleur aussi, mais aussi des orages de la Méditerranée jusqu'aux Vosges. Sur ces régions, il pourrait même y avoir de la grêle et de fortes rafales de vent. Sur le reste de la France, il devrait y avoir de belles éclaircies cet après-midi. Affaire policière, les enquêteurs ont réussi à identifier l'auteur du meurtre de la rue Bichat à Paris. L'assassin de la jeune étudiante, Dominique Ladoux, est un repris de justice de 26 ans. Il est identifié, mais pour l'instant, il n'a toujours pas été arrêté. Incendie particulièrement dramatique hier en Angleterre. Le feu s'est déclaré en effet dans un pavillon d'un hôpital psychiatrique et 30 malades mentaux ont succombé. C'est vers 3 heures du matin que l'incendie se déclarait dans un des pavillons de l'hôpital psychiatrique de Sherborne, dans le Dorset.
Les 2 infirmiers de service de nuit ont bien sûr tenté d'évacuer le maximum de malades, mais une trentaine d'entre eux ont péri dans leur lit, asphyxiés par la fumée. C'est la 3e fois en 4 ans que des incendies de ce genre font de nombreuses victimes en Angleterre, dans des asiles, et le gouvernement britannique prépare un projet de loi pour tenter d'améliorer les conditions de sécurité dans les hôpitaux psychiatriques. Le reste de l'actualité, on est sans nouvelles depuis ce matin d'un appareil d'une compagnie espagnole. Il s'agit d'un DC-8 qui devait atterrir normalement au début de la matinée sur l'aéroport de Las Palmas aux Canaries. Pas d'autres précisions pour l'instant. On sait seulement qu'il n'y avait pas de passagers à bord, mais tout de même 9 membres d'équipage. Les Américains vont vendre des Boeing aux Chinois. Le gouvernement américain a en effet donné l'autorisation aux constructeurs. Il s'agira de long courrier des Boeing 707 et le contrat est actuellement en discussion avec Pékin. Aux États-Unis, toujours un nouveau succès pour le sénateur McGovern qui paraît le mieux placé définitivement pour représenter le parti démocrate aux élections présidentielles face bien sûr à Richard Nixon. Il va sans doute récupérer en effet les voix des 151 délégués californiens qui lui avaient été enlevés, vous le savez. C'est une bataille de procédure assez compliquée, mais aujourd'hui M. McGovern avait retrouvé le sourire. Il lui faut tout de même réunir plus de 1500 mandats. Vietnam, toujours la bataille de Quang Tri. Les parachutistes sud-vietnamiens ont réoccupé la partie sud de la ville et une base de combat située à 4 km de cette ville de Quang Tri. Le Tour de France, toujours le duel entre Merckx et Guimard. Ce matin, le Français a réussi à conserver le maillot jaune, mais il y a une étape contre la montre cet après-midi. Peut-être qu'il va changer quelque chose. Voyons d'abord, Alain Bilouin, comment cela s'est passé ce matin entre Royan et Bordeaux. Oui. Ce matin, c'était la première demi-étape, 133 km, Royan-Bordeaux. Et vous le savez, Cyril Guimard avait le maillot jaune avec une avance de 19 secondes. Eh bien, Cyril Guimard, aujourd'hui, a encore augmenté son avance et nous allons voir comment, à la suite d'un sprint qui s'est déroulé sur le circuit du Lac à Bordeaux. Merckx, pourtant, a tenté l'impossible. Il a tenté de lâcher tout le monde à 5 km de l'arrivée, mais immédiatement derrière lui, Cadieux et Volchol ont organisé la chasse, alors que nous découvrons les coureurs à partir de cette vue aérienne sur ce circuit du Lac à Bordeaux. C'est donc une arrivée au sprint sur le circuit, une arrivée un petit peu mouvementée, on le voit, qui va consacrer le Belge Walter Godefroth, qui terminera premier devant l'Italien Basso, mais Cyril Guimard va se classer 3e et il empoche une bonification de 10 secondes, à laquelle s'ajoutent 4 secondes d'un point chaud, gagné ce matin sur le parcours de l'étape Royan-Bordeaux. Au classement général, Cyril Guimard possède maintenant 33 secondes d'avance sur Eddy Merckx. Cyril Guimard a déclaré ce matin: Merckx contre la montre ne peut pas me reprendre plus de 35 secondes. Il faut donc s'attendre à un joli suspense cet après-midi pour l'épreuve contre la montre sur le circuit du Lac. Une épreuve contre la montre disputée sur une distance de 12 km 400. Rien n'est joué pour ce maillot jaune cet après-midi, contrairement à ce qu'on pensait, puisqu'il y a déjà Merckx de nouveau avec le maillot jaune. Athlétisme, l'Allemagne de l'Est au Stade de Colombes a battu la France hier par 220 points à 187, ce qui n'est pas une surprise. Il y a tout de même eu 2 records de France et un record du monde, où l'on retrouve encore l'Allemande de l'Est, Monika Zert, puisqu'il s'agit du 4x400. Oui, un record du monde pour les Allemandes de l'Est, un record du monde d'ailleurs un peu attendu. 3 minutes 28 secondes 8 dixièmes pour les Allemandes de l'Est, c'est-à-dire 52 secondes 2 dixièmes pour chaque relayeuse. C'est une performance assez étonnante. 2 records de France également, au 800 mètres Meyer, 1 minute 46 secondes 6 dixièmes. Au disque Chabrier, 57 mètres 80. Et en fin de compte, une défaite très honorable pour les Français, 220,5 à 187,5, 33 points d'écart en faveur de l'Allemagne de l'Est. Les Français étaient privés, rappelons-le, de Dru, Vadou, Nallet et Villain. Ils ont donc bien résisté aux Allemands de l'Est. Et je vous propose de revoir certaines épreuves au cours desquelles, d'ailleurs, les Français se sont illustrés hier soir sur le stade de Colombes. Au départ, le 400 mètres haies, tout d'abord, qui allait offrir une jolie surprise. L'Allemand de l'Est, Rudolf, second de Nallet au championnat d'Europe à Helsinki l'an passé, est au couloir 2. C'est le favori. Auprès de lui, Jean-Pierre Périnel est tout à fait à gauche, Jean-Pierre Corval en blanc, qui a été le plus vite en action. C'est pourtant Rudolf, maillot sombre à droite, qui est sorti en tête du dernier virage, mais il sera disqualifié pour passage incorrect de certaines haies. Périnel, ici deuxième, sera reclassé premier dans l'excellent temps de 50 secondes juste, devant Corval 50 secondes 5. Et puis le 800 mètres, dans lequel l'ex-champion d'Europe Dieter Fromm a effectué un cavalier seul assez étourdissant, il faut bien le dire. Nous sommes dans le dernier tour.
Fromm a mené jusqu'alors toute la course à une allure record. Il est devant Alain Sens et Gonzalez en blanc. Il va se détacher à 120 mètres de l'arrivée pour égaler son record d'Allemagne de l'Est en 1 minute 45 secondes 4 dixièmes. Mais surveillez bien le Français Meyer qui revient de l'arrière en avant-dernière position. Il va rejoindre sur la ligne le second Allemand Oehlert. Meyer sera troisième. Il bat le record de France de Dufresne en 1 minute 46 secondes 6 dixièmes. Sens est quatrième, 1 minute 46 secondes 8 dixièmes. À la perche, Nordvig, qui ici en survêtement franchit 5 mètres, mais Nordvig manquera 3 fois 5 mètres 20. Un échec qui arrange bien les Français d'ailleurs. C'est Hervé Dancos, que l'on voit ici, qui allait causer l'une des grandes sensations de cette deuxième journée. Il franchit ici 5 mètres 10 et passera ensuite 5 mètres 30 au deuxième essai. Triplé des Français, Dancos 5 mètres 30, Tracanéi 5 mètres 10, Lefebvre 5 mètres 10, tous trois devant Nordvig, qui inaugurait une nouvelle perche, celle qu'utilisait l'autre jour Sigren lors de son record du monde à 5 mètres 63. Au ralenti, Dancos. Et je crois qu'on peut effectivement saluer ces 5 mètres 30 d'Hervé Dancos, qu'on retrouve d'ailleurs ici. Oui, c'était un retour sympathique. Hervé Dancos était le meilleur perchiste français il y a 4 ans. Il a d'ailleurs été recordman d'Europe avec un bond de 5 mètres 37. Retour sympathique car Dancos avait abandonné la compétition depuis 2 ans. Il est revenu au meilleur niveau mondial. Retour sympathique donc, et Jean-Pierre Draxuc l'a rencontré hier soir à Colombes. Hervé Dancos, vous avez tenté ce soir 5,45 m, ce qui aurait constitué un nouveau record de France. C'est la deuxième fois, je crois, en 3 semaines que vous tentez cette hauteur. Oui, c'est exact, mais enfin, avec la différence que ce soir, j'estime que je ne les valais pas. Alors qu'il y a 3 semaines, je les valais largement. Pourtant, ce soir, 5,30 m, vous avez gagné le concours. Oui, c'est une satisfaction pour moi d'avoir fait 5,30, compte tenu que je n'ai pas beaucoup d'entraînement, que je considère ça comme un loisir. C'est une grosse satisfaction pour moi. Vous aviez arrêté, je crois, la perche juste après Mexico. J'ai arrêté la perche après Mexico parce qu'en fait, le saut à la perche n'a jamais nourri son homme. Et j'estime qu'à partir d'une certaine époque, enfin, pour moi, il fallait que je choisisse quoi, entre faire du sport et essayer de me caser dans la vie sociale. Et j'ai choisi. Bon, maintenant, il s'avère que, considérant ça comme un loisir, j'ai retrouvé peut-être des ambitions que je n'avais pas dans le temps. Enfin. Quel âge avez-vous, Hervé? Je vous le dis, 29 ans. Alors, maintenant, vous avez la possibilité de vous entraîner? Pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. Je m'entraîne comme pourrait s'entraîner un débutant, c'est-à-dire 1 ou 2 fois par semaine, et j'estime que c'est pas assez. Enfin, non, je m'entraîne pas. Je m'entraîne pas. Est-ce que vous avez retrouvé vos sensations? Non, du tout. Ce qui me manque en ce moment, c'est le métier, quoi. J'ai perdu beaucoup de sensations, disons que je saute un peu dans le vide. Alors je peux aussi bien sauter 4,80 m ou 5 mètres, ou faire 5,30 m comme ce soir. Disons que je peux être régulier à 5,20 m. Alors comment peut-on encore sauter 5,30 m sans entraînement? Peut-être qu'en 68 je vais aller 5,50 ou 5,60. Donc 5,30 aujourd'hui c'est pas grand chose. Est-ce que vous pensez, Hervé, revenir à votre niveau de 68? C'est difficile. Je ne crois pas, enfin, revenir au niveau de 68 en considérant qu'en 68, 5,37 était presque le record du monde. Donc ce qui équivaudrait aujourd'hui à 5,59 ou 5,60. Mais je ne pense pas, dans l'état actuel des choses, faire 5,60. Les performances d'Isaacson et de Sigren vous étonnent? Non, elles ne m'étonnent pas, je vous dis, puisque moi je me considérais en 68 à 5,50, 5,60. Bon, je ne les ai jamais passés, pourquoi? Parce qu'à l'époque, ça aurait fait... C'était une très très grosse performance. Et puis peut-être parce qu'on n'était pas stimulé, parce qu'en France on saute un peu à la légère, on n'a pas... Ça paraît prétentieux ce que je dis, mais enfin il n'y a pas d'adversaire très valable à l'époque où je sautais. Alors votre objectif maintenant? Mais sauter pour sauter. Et Munich? Point d'interrogation. D'autres choses à ajouter en sport, je crois, là. Oui, il n'y a pas eu que des records à Colombes hier soir, puisque le Suédois Ricky Bruck a égalé le record du monde du disque avec un jet de 68,40 m. Il rejoint donc l'Américain Sylvester. Merci Alain, voilà l'ensemble de l'actualité sportive. Le saviez-vous, certains jeunes Français ont la chance de faire leur service militaire non seulement à cheval, mais encore dans un cadre qui n'est pas désagréable, loin de là, puisqu'il s'agit de la forêt de Chambord. Je veux parler des gendarmes à cheval, dont on pourrait presque dire, et vous allez vous en rendre compte, qu'ils mènent la vie de château.
Un château, un cheval et un gendarme. Ou plutôt, 10 gendarmes montés sur 10 chevaux qui chaque matin quittent le château de Chambord pour assurer la surveillance du parc. Plus de 5000 hectares d'une forêt qui est aussi l'une des plus belles réserves de chasse présidentielle. Le premier dit d'un temps sonore, le temps est beau pour la saison. Brigadier, répondit Pandore, brigadier, vous avez raison. Brigadier, répondit Pandore, brigadier, vous avez raison. Pour cette mission d'un autre âge, on a choisi des gendarmes pas comme les autres. 10 appelés du contingent parmi les 1500 qui font leur service militaire dans la gendarmerie. 10 élus qui ne regretteront certainement pas la marche à pied ou le maniement d'armes. Répondit Pandore, brigadier, vous avez raison. Brigadier, répondit Pandore, brigadier, vous avez raison. Le soir, retour à la caserne qui, ma foi, en vaut bien une autre, et quartier libre. En somme, presque la vie de château. De quoi faire pâlir de jalousie les 300 000 bidasses de France. Les saints du jour, Sainte Marietta Goretti et Sainte Noyale aujourd'hui. Marietta Goretti est née en 1890 en Italie, elle a été assassinée en 1902 et canonisée en 1950. Demain, Saint Raoul et Sainte Aubierge. Demain aussi, on fête ceux d'entre vous dont le prénom est Ralph. Nous allons faire un tour à la Bourse de Paris maintenant pour les cotations en compagnie de Gérard Vidalange. Les valeurs françaises aujourd'hui, j'étais en séance pour voir les derniers cours, eh bien, sont tout de même assez ternes. Disons que les variations de cours sont très peu sensibles. Vous voyez que les pétroles d'Aquitaine sont à leur cours d'hier. Petrofina a légèrement baissé, alors que les découvertes en mer du Nord se confirment. Et précisément, le gouvernement de Norvège va obtenir, ce qui est la première fois dans les mers territoriales occidentales, des redevances sur la production du gisement de pétrole d'Ecofisc. 10% sur la valeur de la production brute. Des hausses tout de même, vous voyez que CDC a encore progressé, 12,40 francs de mieux, et la Générale de Fonderie, dans le secteur du sanitaire, 6,80 francs de mieux. Européenne de brasserie en baisse, on annonce la fusion maintenant officiellement entre l'Européenne de brasserie et BSN. L'opération aura lieu avant la fin de l'année. Général des Eaux, même cours, alors que les valeurs allemandes également sont pratiquement à leur cours de la veille. Crédit foncier canadien, qui avait fortement monté les séances précédentes, eh bien, gagne encore aujourd'hui 2 francs à 342. Dolphus MIG en progrès, 101,50 contre 99. On a remarqué également une hausse des valeurs indo-chinoises à la veille de la reprise de la conférence de la paix à Paris, conférence sur le Vietnam. Les mines d'or sont extrêmement calmes. Les affaires de matériel électrique sont en reprise, surtout les affaires de téléphone comme Citalcatel et LMT. La radiotechnique est également
assez bien disposé, 2,80 francs de mieux aujourd'hui. À la corbeille des agents de change, c'est surtout le printemps qui fait parler de lui. En effet, les négociations en cours avec la société Euromarché eh bien, sont en bonne voie et il semble que l'accord intervienne dans les jours qui viennent. Michelin est également en progrès aujourd'hui alors que la Française des Pétroles a peu varié. BSN 1400 contre 1390. Voyez donc que dans l'ensemble, les valeurs françaises sont à leur cours d'hier. Peu d'événements aujourd'hui pouvaient en quelque sorte galvaniser la cote de la Bourse de Paris. À vous, Jean-Michel Desjeunes. Merci Gérard Vidalanche, ainsi se termine cette édition de Télémidi. Il n'y a pas d'autres informations nouvelles depuis le début de ce journal. Merci de votre attention et bonne journée à tous.